Alors, on m'a demandé de vous parler le paléolithique ancien de la Corée du Sud. Pendant longtemps, les chercheurs considéraient qu'il ne pouvait pas y avoir de paléolithique ancien en Corée et que les cultures à biface, ça veut dire les cultures acheuléennes, ou du moins il vaut mieux les appeler les cultures à biface, portées par les Homo erectus, n'avaient pas dépassé la frontière de la Birmanie. Et on appelait ça la ligne Movius, car c'était le professeur Movius, professeur à l'université Harvard, qui avait créé cette ligne. Mais à la fin de la dernière guerre, un militaire américain avait trouvé une pièce sur le site de Cheongri, et le professeur Pokesun, professeur à l'université de Yonsei, en 1964, a ouvert des fouilles sur le célèbre site de Seokjongri. J'espère que je prononce bien. Sur le site de Cheongri. Et c'est en 1965 qu'il a trouvé un biface qui montrait que les cultures à biface portées par les Homo erectus avaient largement dépassé les frontières de la Birmanie et peut se trouver en Asie orientale. Alors le professeur Pokesun était un chercheur coréen qui avait travaillé sur certaines dynasties de la Corée du Sud. Il avait travaillé aussi sur les origines de l'écriture, mais se mettant en évidence que l'imprimerie était bien plus vieille que Gutenberg en Corée. Mais un jour, quand il a décidé d'étudier la préhistoire, il a entrepris de grands chantiers de fouilles. Et à la suite de sa découverte en 1964, surtout en 1965, sur le site de Seokjongri, il avait été invité à venir en France en 1976 au 9e congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques que nous avions organisé à Nice, et où nous avions accueilli 3300 personnes. Et il représentait le chef de la délégation coréenne. Alors au cours de ce séjour, il a eu l'opportunité de visiter le chantier de fouilles préhistorique de la grotte du Lazaret à Nice, le chantier de fouilles de la côte de la grotte au Tavel que nous avions organisé dans le cadre d'une excursion. Il avait visité nos laboratoires, nos méthodes d'analyse multidisciplinaires. On utilise la stratigraphie, la sédimentologie, l'étude des faunes, l'étude des pollens, les datations. Et il a décidé alors d'envoyer un de ces jeunes chercheurs, Young-Chul Park, qui est arrivé jeune, il ne parlait pas un mot de français d'ailleurs, en France, pour préparer une thèse de doctorat. D'abord, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un diplôme d'études approfondies, et ensuite une thèse. Et Young-Chul Park a pu rester 5-6 ans en France, où il a très bien appris le français. Il était très travailleur, comme le sont d'ailleurs tous les Coréens. Ils sont particulièrement travailleurs et efficaces. Et il a été passionné par la préhistoire. Après lui, bien d'autres chercheurs coréens sont venus en France préparer des thèses doctorats dans notre laboratoire, à l'Institut de paléontologie humaine, qui est lié au département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Et ils se sont formés à la préhistoire. Et maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs coréens, d'éminents chercheurs coréens, qui ont préparé leurs études en France, qui sont initiés à nos travaux. Et en particulier, je salue ici le professeur Chu Jin-kong, qui est professeur à l'université de Yonsei, en Corée du Sud, et qui chaque année continue à nous envoyer des étudiants, de jeunes chercheurs, qui participent à des fouilles sur nos chantiers de fouilles, soit dans la grotte du Lazaret à Nice, soit surtout dans la côte de l'Arago à Totavel. Alors, le professeur Pokesun, qui a été à l'origine de toutes ces découvertes, a été un grand chercheur, car, comme je vous le disais, avant 1966, on ne connaissait pratiquement pas de site paléolithique en Corée, si ce n'est les 2 sites de Gyeongkokni et de Seongchongri où on avait trouvé les bifaces. Mais aujourd'hui, il y a plus de 160 sites paléolithiques répartis sur toute la surface de la Corée du Sud. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques photos. Voici une carte de la Corée du Sud et vous voyez que d'abord la découverte des sites sont surtout en Corée du Sud, car en Corée du Nord est assez inaccessible
et il n'y a pas beaucoup de recherches qui se développent. Et en Corée du Sud, il y a énormément de sites qui ont été découverts. Et vous voyez, il y en a près de la mer Jaune, il y en a près de la mer de l'Est, quelques sites dans le centre de la Corée qui sont situés dans des roches, dans des grottes calcaires, car malheureusement en Corée, il y a très peu de massifs calcaires, donc très peu de galeries karstiques, et la plupart des sites sont situés au bord de rivières, dans des dépôts de limon, au-dessus de graviers correspondant à d'anciennes terrasses quaternaires et à des apports de limon postérieurs à la mise en place de ces terrasses. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui ont été trouvés dans toute la Corée. Et ces sites ont été trouvés grâce à d'importants travaux d'aménagement, des travaux de routes, de construction d'immeubles, de ponts, si bien que ce sont surtout des fouilles de sauvetage, mais des fouilles de sauvetage très bien conduites. Et Su Jin-kong, présent ici, a dirigé beaucoup de ces chantiers de fouilles. Alors, rapidement, après les fouilles de Seongjeong-ri, en 1983 et 1985, le professeur Pokeson a entrepris des fouilles dans la grotte de Gyeonggul, au bord de la rivière Naman. C'est un site qui est situé à 119 km à l'est-sud-est de Séoul. Et c'était dans un site, vous voyez, dans un site de massif calcaire qui est situé au centre de la Corée du Sud. C'était un massif calcaire avec un important remplissage de plus de 5 mètres d'épaisseur et dans lequel il a trouvé deux faunes. Une faune archaïque avec du rhinocéros, Stephanorinis kitchenderberchensis. Il a trouvé un cheval archaïque qu'on a appelé Secus anelmensis, des cerfs Pseudaxis grei, qui montraient que c'était des faunes anciennes et que l'industrie qui était associée à ces faunes devait être très ancienne. Et dans ce site, il a eu la chance de trouver ce site de Keum, qui est sur la rue Navan. Il a ici l'entrée de la grotte, qui est juste au-dessus de la rivière. Vous voyez, c'est pas très haut. Et dans le remplissage de cette caverne, associé à ces faunes, il a découvert des industries archaïques, des choppers. C'est des galets sur lesquels une arête tranchante a été aménagée par des enlèvements sur une seule face. Et puis des bifaces. Or, des bifaces qui passent au pic, vous voyez, mais c'est un pic biface, si vous voulez, un enlèvement sur les deux faces. Et ces industries paraissaient très archaïques. Et grâce aux faunes, on pouvait dire qu'elles étaient très anciennes. Voici encore un biface. Et puis ce qui caractérise ces industries du paléolithique ancien de Corée, c'est la présence de ce qu'on appelle de boules polyhydriques, de sphéroïdes à facettes, parfois de bolas qui sont entièrement picotés. D'ailleurs, vous avez une très belle bola qui est présentée sur le balcon des sciences. Ces bolas, c'était l'ensemble de cet outillage évoque un peu les cultures à bifaces, les cultures acheuléennes d'Afrique, d'Europe et maintenant de Chine, puisqu'on en a trouvé aussi en Chine. Mais ce qui les caractérise, c'est que les bifaces sont toujours assez grossiers, faits par de grands enlèvements. C'est très rare que leurs bords soient bien réguliers et bien retouchés. Mais ce qui les caractérise aussi, c'est l'abondance de ces polyèdres. Alors, on les appelle souvent des bolas. Mais une bola, en Argentine, c'est une bola, c'est deux boules qui sont reliées par un lien. Et on les lance, ça s'enroule autour des pattes d'un cheval. Et comme ça, on peut attraper des chevaux. Mais ces bolas sont très lourdes, sont très grosses, celles de Chine comme celles de Corée. Il y en a qui pèsent plus d'1 kilo. Elles sont parfaitement sphériques et on a des bolas en quartzite. D'ailleurs, celle qui est présentée sur le balcon des sciences est une bola en quartzite. Et on peut mal imaginer que ça servait de bola pour piéger. On ne peut pas lancer
2 boules d'1 kilo chacune, reliées par un lien pour s'enterrer au pied d'un cheval. Alors, à quoi servait-elle? Je n'en sais rien, bien sûr. Ce ne peut vous présenter que des hypothèses. Je ne pense pas qu'il jouait à la pétanque. Alors, on peut se demander si ce n'est pas déjà des objets symboliques, dont tous les points sont à égale distance du centre, la sphère. La sphère est représentée dans toutes les civilisations comme un objet symbolique. Et si la sphère, objet symbolique, ne remonte pas déjà au paléolithique ancien. D'ailleurs, on en trouve en Afrique, dans des sites oldovoyens qui datent de près de 2 millions d'années. Donc le site de Kungul est un site extraordinaire. Et alors le problème, c'est de l'âge. Est-ce que c'est vraiment ancien? Alors il y a eu beaucoup de discussions pendant des années. Et ça a été l'objet de maintes réunions. Est-ce que c'est ancien? Alors, dans le site de Kungul, fouillé par le professeur Poquesson, ces industries archaïques étaient associées à une faune fossilisée, qui paraissait très ancienne, avec des espèces disparues. Et on pouvait donc dire dès à présent, dès les années 80, que ces industries coréennes étaient très anciennes et qu'il y avait des industries du paléolithique ancien en Corée du Sud. Mais tout le monde n'était pas d'accord et c'était très discuté dans le milieu scientifique. Alors, je voudrais vous présenter un autre site qui est le site de Cheongkokri, qui est situé justement près de Gwangju. Et c'est un site qui est situé près de la ville de Yeoncheon, rivière Arton, à 53 km au nord de Séoul. Et c'est une fouille qui a été fouillée par un autre professeur coréen, qui est le professeur Ki Dong-bae, qui est un des grands chercheurs de Corée du Sud, et qui a d'ailleurs construit sur place un musée qui a été inauguré il y a quelques années, que nous avons visité il y a 3 ans avec le prince Albert de Monaco, et qui est un site exceptionnel. C'est le site de Cheongkokri, qui est situé sur la rivière Antan. Et là, il y a des dépôts de 5 mètres d'épaisseur. C'est un site en plein air, ce n'est pas un site en grotte. Alors, comme tous les sites en plein air de Corée du Sud, ils sont situés tout près de la rivière, vous voyez, à une altitude peu élevée, et ils sont déposés. Alors les stratigraphies sont, vous verrez, je vous en montrerai en photographie, sont situées toujours les mêmes stratigraphies à la base des graviers, des galets, une nappe de galets qui correspond à une période où la rivière circulait, et puis ils sont recouverts par des limons qui correspondent à des dépôts mis en place par le ruissellement, par des débordements de la rivière qui sont très épais. Et des fois, ils sont très épais, là ils sont sur 5 mètres d'épaisseur, et on peut mettre en évidence dans ces dépôts plusieurs paléosols qui sont très visibles, je vous montrerai sur des photographies tout à l'heure, qui permettent aussi de dire que ces sites sont très anciens. Mais malheureusement, ce sont des limons décalcifiés, décarbonatés, acides, les eaux ne sont pas conservées, donc on ne peut pas se baser sur la faune pour avoir une version de l'âge. D'autre part, les dents d'animaux permettent de faire des datations absolues par l'uranium thorium, par la résonance électronique du spin, et là aussi il n'y a pas de possibilité. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de moyen de datation absolue. Mais par contre, la présence de paléosols montrait que ces industries pouvaient être antérieures à plusieurs grands cycles climatiques. Et vous savez que les cycles climatiques pendant le Quaternaire sont des cycles de 100 000 ans. Tous les 100 000 ans, pendant 80 000 ans, il y a une période froide, plus froide que la nôtre, qu'on appelle parfois les périodes glaciaires, séparées par des périodes qu'on appelle parfois interglaciaires, qui sont des périodes de glissement climatique qui durent 20 000 ans. Et dans ces dépôts, on voit plusieurs paléosols qui correspondent à plusieurs périodes de réchauffement climatique, qui permettent de dire que certaines de ces industries sont antérieures à plusieurs cycles de 100 000 ans. Et voici la fouille de ce site de Cheongkokri. Vous voyez, on voit les limons, vous voyez, et on peut deviner, mais on le verra mieux sur d'autres photographies, qu'il y a des lignes qui correspondent à paléosol. Et les chercheurs coréens, nous avons participé d'ailleurs à certaines de ces fouilles, vous voyez,
coordonnent et mettent en place tous les objets que l'on trouve. Malheureusement, il n'y a pas de faune, il n'y a que de l'industrie, que de l'outillage lithique, car la faune a été détruite par l'altération, par la décarbonatation. Alors l'industrie, toujours pareil, des bifaces. Alors des bifaces assez frustres, vous voyez. Si vous regardez les bifaces, vous pouvez vous regarder dans la salle de l'homme, vous verrez des bifaces Achelin qui sont bien retouchés, bien réguliers, avec des retouches qui régularisent les bords. Ici, c'est que des grands enlèvements et des petites retouches qui sont plutôt d'ailleurs des retouches d'utilisation. Vous voyez cette pièce-là, le biface, et ici un dessin. Ici un autre très beau biface quand même, mais toujours aménagé par toujours aménagé par de grands enlèvements. Et jamais de retouches régulières, de petites retouches qui régularisent les bords. Et puis des galets aménagés, des choppers, un galet sur lequel une arête tranchante a été ménagée parallèlement sur une seule face. Ici, un pic biface, mais qui a servi aussi de percuteur ou d'enclume, puisqu'il y a des stigmates d'écrasement. Et vous voyez ces pièces. C'est bien caractéristique des industries du Paléolithique ancien de Corée, qui montrent que c'est quand même un peu différent des industries de l'Europe. Oui. Et puis, associé à ces industries bifaces, pic, chopper, c'est-à-dire galets aménagés, polyèdre, il y a en général toujours une très grande quantité de petits éclats. Alors, ce qui caractérise aussi ces industries du Corée et qui les différencie des industries de l'Europe occidentale, c'est que ces éclats sont généralement bruts de taille et il n'y a pas de retouches, ou rarement, très rarement, des retouches secondaires qui régularisent les bords. Ce sont des éclats bruts de taille. Ok, souvent on peut mettre quand même en évidence des petites retouches irrégulières d'utilisation qui montrent qu'ils ont servi sans doute à récupérer ou à découper de la viande, mais malheureusement on ne peut pas étudier sur ces sites coréens les techniques de chasse, les techniques de dépeçage, les techniques de boucherie, les techniques de mise en quartier, les pratiques alimentaires, car il n'y a pas d'ossement, il n'y a pas de trace. Il y en a dans des grottes, mais il faudrait reprendre des fouilles dans une grotte pour étudier, car les fouilles anciennes, on ne ramassait pas tous les matériels, on ne ramassait que les belles pièces, que les pièces déterminables. Alors un autre site qui est plus récent, c'est le site de Vendangri, qui est situé sur la rivière Imjin, à 44 km au nord de Séoul. C'est dans la région de Séoul qu'on a trouvé le plus de sites paléolithiques, parce que les chercheurs sont surtout à Séoul. Mais il y en a, comme vous avez vu, dans toute la Corée. Et c'est les fouilles d'un de nos anciens collaborateurs, de Mu Chang-choi, qui a fait des fouilles d'ailleurs sur le site de Terramata, qui a fouillé au Lazaret, qui est un des premiers chercheurs que nous avons accueillis en France. Alors là, ce site est très intéressant parce que vous voyez, c'est toujours pareil. Il y a à la base des graviers, on ne les voit pas sur cette photographie, et par-dessus, les limons, mais on peut mettre en évidence plusieurs paléosols, une ici, une autre là, on peut voir plusieurs niveaux, qui montrent que les industries qu'on trouve dans ces dépôts sont parfois très anciennes. Alors, je vais vous montrer une coupe. Voilà la coupe stratigraphique du site de Vendang Jangmagyo, Henri. Et vous voyez qu'à la base, et c'est la même stratigraphie qu'il y a pratiquement sur tous les sites, à la base, il y a un dépôt de gravier. Ici, on l'appelle la couche 10. Il y a le support, c'est du basalte. Et puis après, il y a des sables jaunâtres avec des galets, vous voyez, le basalte. Puis au-dessus, un niveau à galets emballé dans du sable qui correspond à une période où la rivière était active. Et puis par-dessus, il y a des limons ou des sables et des argiles sur 5 mètres d'épaisseur, 6 mètres d'épaisseur même, vous voyez, et avec plusieurs paléosols.
on peut mettre en évidence des niveaux. Alors vous avez un paléosol ici, qui est peut-être le paléosol du dernier interglaciaire, qui daterait de 200 000 ans, puis un deuxième paléosol, et puis un troisième paléosol. Et alors ce qui est intéressant, c'est que on n'avait aucun moyen de dater. Le seul moyen de datation qu'il y avait jusqu'à présent, c'était les faunes de la grotte de Göngul, qui montraient que c'était ancien, mais on n'avait pas de moyen de la dater. Deuxièmement, l'histoire des paléosols, et on voyait que ces industries étaient sous plusieurs paléosols, donc elles devaient être anciennes. Mais alors le problème, c'est que des chercheurs japonais étaient venus et avaient essayé de faire des datations des industries ou du quartz par la méthode de l'OSL. C'est basé un peu sur les piégeages des électrons dans les cristaux cristallins de la silice. Mais ces pièges ne sont pas stables et ça a donné, ils se vident tout seuls et ça avait donné des âges relativement récents et toujours des âges plus récents que 100 000 ans. Et il y a eu beaucoup de travaux des chercheurs japonais, mais ça a donné des âges. Alors on peut se demander, vous voyez, avec toute une discussion, est-ce que c'est vrai que ces industries sont très anciennes? Ça allait, les résultats des datations pour OSL allaient un peu en contradiction avec les résultats de l'étude des faunes de la grotte de Göngul, mais c'était un site, et surtout en contradiction avec les résultats de l'étude stratigraphique, l'étude pédologique, paléopédologique des sédiments. Alors récemment a été mis au point une autre méthode de datation, qui est la méthode dite des isotopes cosmogéniques. Alors la méthode, ce matin il y avait Madame Le Bâtard qui est une spécialiste de cette méthode. On part du principe qu'un bloc de silex ou un bloc de quartz qui est en plein air, en surface, est bombardé par le rayonnement cosmique. Et à l'intérieur d'un bloc de silex, il y a de l'aluminium et du beryllium. Et quand il est bombardé par le bombardement cosmique, l'aluminium et le beryllium se transforment en isotope de l'aluminium et en isotope du beryllium, en aluminium 50, qui est un isotope de l'aluminium classique, en beryllium 10, qui est un isotope du beryllium classique, et plus ils sont soumis au rayonnement cosmique, ils s'enrichissent en beryllium. Mais un peu plus tard, quand l'outil qui a été en plein air a été enfoui, a été enterré par les sédiments, il est plus bombardé par le rayonnement cosmique et les pièges se vident. Et si on mesure le pourcentage entre l'aluminium classique et l'aluminium réactif, entre le beryllium classique et le beryllium 10, comme sa dégradation est proportionnelle au temps, on peut connaître l'âge. Alors ça a donné des âges très intéressants. Et ici, à Vong Dangri, sous le troisième paléosol, on trouve un âge de 384 000 ans. Vous voyez, ça correspond, ça peut permettre de penser qu'il y a eu 3 cycles climatiques qui ont succédé à cette période-là. Et c'est une date qui est très cohérente. Et sur ce site a été trouvé aussi des outillages archaïques comme des bifaces, vous voyez, de beaux bifaces qui ont été trouvés sur le site de Vong Dangri, mais toujours des bifaces taillés par de grands enlèvements et avec de très peu de retouches secondaires. C'est même pas de retouches secondaires, c'est des retouches d'utilisation. Il n'y a pas de retouches secondaires systématiques qui permettent de régulariser les bords, comme dans les cultures acheuliennes d'Europe occidentale, par exemple. Ici, vous avez un autre biface, vous voyez. Voilà, un autre biface, vous voyez. Alors, parfois, il y a des bifaces à tranchant transversale qui évoquent un peu les hachereaux. Oui, mais toujours, vous voyez, des bifaces. C'est bien différent des bifaces de la culture acheulienne de l'Europe occidentale. Ici, encore un biface. Vous voyez, si vous vous promenez dans les galeries du musée de l'Homme, vous voyez les cultures acheuliennes, vous voyez des bifaces quand même qui sont beaucoup plus réguliers, beaucoup plus nets. Mais le biface, quand même, peut se définir comme un outil qui présente une symétrie
bilatérales et bifaciales, plus ou moins régulières, en tout cas avec des retouches sur les deux faces, et généralement pointues. Je le considère un peu comme l'outil caractéristique des peuples chasseurs. Alors maintenant, je voudrais vous présenter un troisième site, qui est le site de Mansouri, qui est dans le bassin du fleuve Gum, c'est-à-dire à peu près 108 km au sud-sud-est de Séoul. Alors là, c'est un site très important. Il y a d'ailleurs 12 localités qui ont été définies, et presque chacun des laboratoires de Corée du Sud, où on fait des recherches à la préhistoire sur le paléolithique, a pris une partie de ce site. C'est-à-dire qu'il y a 12 sites, mais le laboratoire du professeur Kim Dong-bae fouille un site, Su Ji-kong, qui était là présente, fouille un autre site, le professeur tous les Tessop-Cho, etc., ont pris chacun un site, et c'est un site extraordinaire. Alors nous avons d'ailleurs participé à ce chantier de fouille pour étudier la géologie, la sédimentologie, et voici notre chantier de fouille. Et nous avons procédé, vous voyez, c'est un site qui a une très grande épaisseur, une épaisseur de peut-être 12 mètres d'épaisseur, et nous espérions, c'est le site où nous avons surtout fouillé, c'était le site qui était le plus épais, et nous espérions trouver des niveaux très anciens. Alors, pour procéder, on a fait des prélèvements, je pense que j'ai d'autres photographies, vous allez voir, des prélèvements qui ont été faits sur toute la hauteur, non, je reviens en arrière, et on espérait d'ailleurs trouver un site, des niveaux qui soient plus anciens que 780 000 ans. Car vous savez que vers 780 000 ans, il y a un changement dans le paléomagnétisme, un géomagnétisme terrestre. Avant 750 000 ans, le champ magnétique de la Terre était inverse, et depuis 750 000 ans, il est normal, il est direct. Alors on a fait d'abord des prélèvements sur toute la hauteur de ce remplissage, et on a trouvé à tous les niveaux un champ magnétique direct. Donc on peut dire qu'au moins dans le site de Mansouri, tout est plus récent que 780 000 ans. J'espère qu'un jour, dans d'autres fouilles, on trouvera des sites encore plus anciens où on aura à la base mis en évidence un champ magnétique inverse qui permettrait qu'on a atteint des couches plus anciennes que 780 000 ans. D'autre part, on le voit sur cette photo, on peut mettre en évidence, vous voyez, toute une série de paléosols. Vous les voyez très bien ici, il y a un paléosol en haut. Il y a un autre paléosol ici. Il y a un autre paléosol ici. Il y a un autre paléosol ici. Si ces paléosols correspondent vraiment à ce qu'on appelle les périodes de réchauffement climatique, les périodes interglaciaires, on peut dire que ces dépôts ont enregistré plusieurs cycles sédimentaires, plusieurs cycles climatiques, avec des périodes, des alternances de périodes froides et de périodes tempérées. Malheureusement, ceci ne peut être confirmé ni par l'étude des pollens, car il n'y a plus de pollen, et ni par les faunes, car les faunes ont été entièrement décarbonatées, ont totalement disparu. Mais on trouve des industries sur toute la hauteur. Alors, est-ce que ces industries sont très anciennes? Si on admet que ces paléosols marquent les différents cycles climatiques du Quaternaire, on peut dire qu'il y a des industries très anciennes. Vous voyez, on peut mettre en évidence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paléosols. Mais on sait que ça ne va pas plus haut, ça ne remonte pas plus loin que 780 000 ans. Et là, vous voyez, là, on voit très bien certains de ces paléosols, vous voyez, bien caractéristiques. Alors, on a étudié la coupe. À la base, il y a un plancher basaltique, puis les niveaux à gravier, des galets, qui correspondent au moment où la rivière était active, et puis les dépôts, avec toute une série de paléosols. Et là, on a des dates, vous voyez, celle-ci devant Guangzhou. Oui, attendez, je me suis trompé. Oui,
C'est donc en Chanry. Je voulais vous montrer le site de Mansouri. Voilà. C'est les bifaces qui ont été trouvés sur le site de Mansouri. Vous voyez, toujours. Et dans ce site, je n'ai même pas mis la bonne coupe. Voilà. Dans ce site de Mansouri, ce n'est pas la bonne coupe. On a des dates on a obtenu des dates par la méthode des isotopes cosmogéniques, aluminium, barium, des dates de 475 000 ans qui sont situées sous le 4e paléosol. Et donc, vous voyez, ça prouverait, par cette méthode-là, que ces dépôts sédimentaires correspondent bien à des cycles climatiques. Alors voici, c'est une illustration très intéressante. Ça, c'est un très beau biface qui a été trouvé sur le site de Mansourien, vous voyez, qui est bien caractéristique, mais vous voyez, les enlèvements et les bords ne sont pas bien retouchés. Encore des bifaces. Outre les bifaces, on trouve des nucléus. On trouve aussi beaucoup de galets aménagés. Ouais, des nucléus, des galets aménagés. Et puis, toujours des petits éclats. Et contrairement aux industries européennes, ou aux industries, il n'y a pas de... Ils sont des éclats qui n'ont pas de retouche sur les bords, ou très rarement, comme ici, on peut dire que c'est un racloir. Mais en général, c'est des éclats, ce qu'on peut dire appeler des éclats bruts de taille. Alors, vous voyez, ce qu'on a la preuve maintenant, c'est qu'il y a bien du paléolithique ancien en Corée. Les dates les plus anciennes dont on dispose actuellement, c'est 475 000 ans. Mais je suis certain qu'en poursuivant des recherches, en étudiant d'autres sites, on en trouvera encore de plus anciennes. Et on a peut-être trouvé qui ne sont pas encore datés. Mais le problème, c'est de trouver des sites qui ont une sédimentation très importante pour trouver des dépôts très anciens. Alors, ce que je souhaite un jour, c'est qu'on puisse reprendre des fouilles dans une grande grotte de Corée du Sud. Mais malheureusement, il y a peu de massifs calcaires en Corée du Sud. Il y en a juste au centre de la Corée. Mais il faudrait refaire des fouilles dans une grotte et avec des techniques modernes pour essayer de bien étudier la stratigraphie de ce site et essayer d'avoir des faunes pour essayer de comprendre et d'avoir la possibilité de dater. Car dans un site à grotte, on peut trouver des ossements. Les ossements peuvent se dater par plusieurs méthodes, par la méthode du radium-thorium, par la méthode de la résonance électronique de spin, par la thermoluminescence, et qui sont des méthodes beaucoup plus précises, et on intercalibre les méthodes. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir accès aux sites de Corée du Nord, mais vous savez, il n'y a pas de préhistorien en Corée du Nord où ils ne peuvent pas travailler. Il y en a qui s'intéressent, mais ils ne peuvent pas travailler, car en Corée du Nord, il y a beaucoup de massifs calcaires. D'ailleurs, les seuls restes humains fossiles trouvés en Corée proviennent de Corée du Nord. Ils ont été trouvés il y a très longtemps, lorsqu'on pouvait y faire des fouilles. Et actuellement, il n'y a plus d'accès à la Corée du Nord. Mais ce que je rêve, c'est un jour, c'est de pouvoir organiser un grand chantier de fouilles dans une grotte de Corée du Nord. Alors, le problème de ce paléolithique inférieur de Corée du Sud, c'est de savoir à quoi il correspond. Vous savez que les plus anciennes industries actuellement connues dans le monde datent d'environ 2,5 millions d'années, 2,8 millions. Elles ont été trouvées en Afrique, en particulier sur le site de Gona, dans le nord-est de l'Éthiopie, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. On sait que les hommes ont quitté très tôt le berceau africain de l'humanité, et on les trouve par exemple dans le nord de la Palestine, près d'Haïfa, sous une coulée de basalte. C'est tout près d'Haïfa, sur le site d'Iron, qui est la coulée de basalte de 2 millions d'années. Et il y a l'industrie dessous cette coulée de basalte. Donc on sait que les hommes sont présents il y a plus de 2 millions d'années aux portes de l'Europe, aux portes de l'Asie. Et puis, les plus anciens bifaces trouvés en Afrique, alors ces industries très archaïques, on les appelle l'Oldowayen. C'est une industrie qui sont composées de galets aménagés, 4%, pas beaucoup, et surtout d'éclats, et de petits éclats jamais retouchés. On l'appelle l'Oldowayen.
Et ils sont arrivés sur les rivages méridionaux de l'Europe vers 1,5 million à peu près. On en connaît en France, dans le Gros du Vallonnais, à Rocco-Guide-Martin, ou en Espagne, à Barranco-Léon, qui date de 1,2 million. Et puis, c'était des peuples charognards. C'était des peuples charognards, car l'étude des faunes permet de dire qu'ils ne chassaient pas, mais qu'ils récupéraient des carcasses abandonnées au bord d'une rivière, d'un lac, d'un fleuve, par des grands carnivores. Et les charognards n'ont pas besoin de gros outils. Un petit éclat pour racler la viande qui reste sur un os, un chopper pour désarticuler une carcasse de grands herbivores. C'était ces peuples-là. Ils commencent en Afrique de l'Est vers 2,5 millions, 2,8 millions, et ils sont présents sur les rivages méditerranéens vers 1,5 million d'années. Ils ont quitté le berceau africain de l'humanité vers 2 millions d'années. Puis une deuxième vague, ce sont les Homo erectus, qui se développent en Afrique de l'Est et en Afrique à partir de 1,6 million et qui deviennent des peuples chasseurs. Leurs prédécesseurs, les Homo habilis, étaient charognards, ils étaient en compétition avec des hyènes géantes qu'on appelle Paquita boviostris pour récupérer des carcasses d'antilopes ou de grands herbivores abandonnés par des grands carnivores. À partir de 1900, si les Homo erectus deviennent des chasseurs, et le chasseur a besoin d'un grand couteau pour découper les animaux qu'il a abattus, la peau, le cuir, etc. Et c'est ainsi qu'ils sont les premiers à fabriquer des bifaces qui présentent, vous voyez, des tranchants, qui présentent de longs tranchants qui permettent de découper une carcasse. Alors, ils sont présents, apparaissent à partir d'un Afrique 1,6 million, et on les retrouve en Europe à partir de 1,6 million en Afrique, on les retrouve en Europe à partir de 600 000 ans. On va les retrouver en Chine à partir, on a un site dans la province du Hubei qui date de 910 000 ans où il y a déjà des bifaces. En Corée du Sud, pour l'instant, les plus anciens, bien datés, c'est 475 000 ans, mais il y en a sûrement de plus anciens. Il faut les trouver. Alors, le problème, c'est de savoir si ces industries, le biface, c'est un objet un peu symbolique, si vous voulez, c'est le couteau du chasseur. Est-ce que c'est la même culture qui a diffusé progressivement à partir de l'Afrique, à travers l'Eurasie, pour arriver en Chine et en Corée du Sud, en se spécialisant dans les différentes régions, car comme je vous l'ai souligné, les industries de Corée du Sud sont très différentes des industries de l'Europe et de l'Afrique ou de l'Inde. Hein. Mais si vous voulez, le biface peut être défini. Il se spécialisait, mais il peut avoir une définition commune. Ou est-ce que c'est des convergences, hein? Alors ça, le problème n'est pas résolu, c'est pas facile à résoudre. Il faudra encore certainement beaucoup de chantiers de fouilles, beaucoup de travaux pour savoir si c'est la même culture qui a diffusé depuis l'Afrique à travers l'Eurasie jusqu'en Chine, ou si c'est des convergences que les peuples chasseurs ont réinventé indépendamment le biface. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas forcément les hommes qui ont circulé, car les idées circulent plus vite que les hommes. Et très bien, l'idée d'un biface, un outil qui présente deux tranchants latéraux pour découper de la viande, ça peut se transmettre, mais ça peut se réinventer. Alors, c'est un sujet de recherche qui anime beaucoup de colloques, beaucoup de débats, beaucoup de congrès, et le problème est loin d'être résolu. Mais enfin, je voulais vous montrer cette vie. Mais alors, ce qui différencie aussi les industries du paléolithique de Corée du Sud, puisqu'on connaît bien celui du Corée du Sud, c'est que, contrairement aux cultures acheuliennes d'Afrique, aux cultures acheuliennes d'Europe, on n'a jamais mis en évidence une évolution. Et elles sont très stables. Vous avez vu, je vous ai montré des outils de différents gisements qui datent d'époques différentes. Et ce sont toujours les mêmes choses. Des gros bifaces avec des grands enlèvements, pas réguliers. Il n'y a pas une progression dans la technique de fabrication des bifaces. Des choppers assez frustres. Il n'y a pas une technique d'évolution dans la fabrication des choppers. Les industries, c'est toujours des industries à éclat
sans modification, brute de taille, en quelque sorte, avec quelques-uns qui présentent des retouches, mais c'est plus des retouches d'utilisation que des retouches intentionnelles. C'est une industrie différente et qui reste stable depuis l'origine jusque vers 35 000 ans. On ne peut pas dire qu'il y a du paléolithique ancien, il y a pas ce qu'on appelle chez nous le moustérien, c'est-à-dire les cultures de l'homme néandertal n'existent pas en Corée. C'est toujours la même industrie, jusqu'à l'arrivée des hommes modernes, qui doit correspondre à une troisième sortie d'Afrique. La première, c'est les Homo habilis. La deuxième, c'est les Homo erectus. Et la troisième, c'est les hommes modernes, qui arrivent de 160 000 ans en Afrique de l'Est, qui sont présents en Palestine vers 95 000 ans, qui arrivent en Bulgarie vers 45 000 ans, et qui sont sur les rivages méridionaux de l'Europe vers 35 000 ans. Et en Corée, c'est vers 35 000 ans qu'on trouve aussi les cultures du Paléolithique supérieur qui sont très différentes alors. C'est un saut culturel extraordinaire avec beaucoup d'industries taillées sur du silex, ici rare en Corée, et sur de l'obsidienne qui vient aussi d'assez loin. Et il y a une industrie très différente. Et au début, ces premières industries du Paléolithique supérieur de Corée du Sud ont gardé un fond qui évoque le Paléolithique ancien. Mais finalement, ce fond paléolithique ancien, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir, les hommes modernes ont su se mélanger avec des Homo erectus, peut-être. On ne sait pas si c'est des Homo erectus, parce qu'on n'a pas trouvé de fossiles, hein, et les os ne sont pas conservés. Mais j'espère que si un jour, on peut reprendre une grande fouille dans une grotte, dans un massif calcaire, où la faune est bien conservée, on trouvera, comme nous l'avons fait à Totavel, un crâne de ces hommes qui ont taillé la culture du Paléolithique ancien de Corée du Sud. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez, je peux répondre à des questions. Qui est-ce qui pose des questions? Monsieur? Je veux savoir, est-ce que ces industries coréennes ont un rapport avec ce qu'on appelle l'industrie du Hoabinien, qui est plus loin, plus à l'est? Je crois que le Hoabinien, c'est plus récent quand même. Ouais. Bon, c'est pas bien connu tout ça. Le Hoabinien, c'est une industrie qu'on connaît surtout dans la PNF, enfin, au Vietnam, au Cambodge, etc. C'est des industries, enfin, le Hoabinien, des industries bien standardisées, alors que les industries de Corée du Sud ne sont jamais... Il n'y a pas d'outils standardisés. Vous voyez, les bifaces que je vous ai présentés ont tous une allure différente. Dans le Hoabinien, il y a des outils qui sont toujours les mêmes, quoi, qui sont standardisés. Le Hoabinien, ça paraît quelque chose de plus récent. Ça ressemble quand même, par certains côtés, à des industries qui sont trouvées dans le nord de l'Inde, qu'on appelle le soanien. Hein, mais c'est quand même différent. Alors, nous avons présenté l'ensemble de ces travaux dans un bouquin qui a été édité par le CNRS, qui s'appelle « Les industries du Paléolithique ancien de la Corée du Sud, dans le contexte stratigraphique et paléoécologique, leur place parmi les cultures du Paléolithique ancien en Eurasie et en Afrique ». Et c'est le bilan de 10 ans de recherche en Corée. On a fait presque chaque année des missions et on n'a pas étudié les 160 sites qui ont été découverts, mais on en a bien étudié une soixantaine. Et avec beaucoup, vous voyez, beaucoup de dessins, de l'outillage. Et c'est un livre qui a été préparé en collaboration étroite par les chercheurs français de l'Institut de pathologie humaine, du département de préhistoire du Muséum national naturel, de Totavel, et les chercheurs de plusieurs universités coréennes. Ça a été édité par le CNRS. D'autres questions? Madame? Oui, je vous remercie. J'avais une question. Vous avez dit effectivement on ne voit pas de progression dans les techniques de fabrication. Ça reste stable pendant des dizaines de milliers d'années. Vous avez dit pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Oui, plusieurs centaines même, c'est vrai, nous sommes dans le paléolithique. Mais vous avez dit jusqu'en 35 000. Oui, voilà. On a ce qu'on peut appeler le Paléolithique supérieur. Et que se passe-t-il à partir de 35 000 ans? Donc il y a un changement à ce moment-là. Et quel est ce changement? C'est les hommes modernes qui arrivent.
les Homo sapiens, comme vous, madame, qui avaient un front vertical au-dessus des orbites, avec un lobe frontal du cerveau développé, et qui fabriquent des outillages différents. Ils amènent, ils l'ont pas inventé, je pense, en Corée, c'est des hommes modernes qui arrivent, et qui amènent de l'habitage laminaire, et qui utilisent des roches. Vous voyez, le paléolithique inférieur de Corée est surtout taillé en quartz, en quartzite. C'est en roche siliceuse, en quartz, en quartzite. Bon, il y en avait peut-être taillé en calcaire à l'époque, mais le calcaire a disparu. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de calcaire en Corée, il n'y avait que dans le massif central. Hein. Et les hommes du paléolithique supérieur moderne utilisent des roches qui se taillent mieux, qui permettent de faire des lames. Et on a même des pointes à cran, ouais, qui évoquent le paléolithique supérieur européen, les pointes à cran. Hein. Et on a des dates là qui sont meilleures parce que par l'OSL, la thermoluminescence, il est quand même plus facile, les datations qu'on obtient par TL, par thermoluminescence, par OSL, sont meilleures quand on ne va pas très loin. Les pièges ne se sont pas vidés, et on a des bonnes dates, et on a des sites qui ont livré des pointes à cran qui datent de 35 000 ans. C'est même plus vieux que les pointes à cran européennes. Oui, merci. D'autres questions ? Plus de questions, oui. Parce que c'est passionnant, la Corée, quand même. Plus de questions? Pas d'autres questions? Voilà, bien, on Monsieur vous le professeur, remercie. il nous reste à vous remercier très chaleureusement d'avoir ouvert ce cycle. Merci beaucoup. Je n'osais pas bien parler des datations, mais si vous voulez, je peux ajouter quelque chose. Vous savez, les bonnes datations, les meilleures datations pour sites très anciens, c'est la méthode de l'uranium-thorium. Mais la méthode de l'uranium-thorium peut se faire que sur de l'os, et en particulier sur de l'ivoire ou du ciment, hein, de l'émail dentaire, éventuellement sur des os. Le crâne de l'homme Totavel, on l'a daté sur l'os. Ah non, sur le crâne complet, il y a aussi des dents. Ouais, sur des planchers stalagmitiques. Et ça, c'est la meilleure datation. Ben, c'est très facile à comprendre dans la méthode. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjeuné déjà, ou vous allez déjeuner, vous allez boire du vin ou de l'eau. Certains d'entre vous. Et quand vous allez boire de l'eau, ou que vous avez bu du vin, que vous vouliez ou non, vous avez la vallée de l'uranium. Si vous êtes en Bretagne, vous en prendrez un peu plus. Si vous êtes en Provence, un peu moins. De l'uranium 234, c'est-à-dire des atomes d'uranium qui ont 234 électrons autour du noyau. Par contre, quand vous allez boire de l'eau, au cours de votre vie, l'uranium va se fixer dans vos os. Hein? Pas beaucoup, c'est pas dangereux, ne craignez rien. Hein? Par contre, vous n'avalerez jamais de thorium 230, c'est-à-dire des atomes qui ont 230 électrons autour du noyau. Pourquoi? Parce que l'uranium est soluble dans l'eau, et le thorium n'est pas soluble dans l'eau. Donc, au cours de votre vie, vous aurez emmagasiné dans vos os, dans vos dents, un peu d'uranium 234, mais pas du tout de thorium 230. Hein? Alors, si Odile Romain, je pense qu'elle va léguer son squelette au laboratoire, et qu'après sa mort, on prend un morceau de son fémur et qu'on calcule l'uranium et le thorium qu'il y a dans le fémur, on ne trouvera que de l'uranium et pas de thorium. Parce que l'uranium, elle n'a jamais avalé de thorium, parce que le thorium n'est pas soluble dans l'eau. Par contre, si c'est bien conservé au musée de l'homme, et dans 400 000 ans, on retrouve son fémur qu'on l'analyse, on trouvera de l'uranium 234, et on trouvera aussi du thorium 230. Parce qu'entre-temps, l'uranium 234 s'est désintégré en thorium 230. Et cette désintégration est proportionnelle au temps. C'est ainsi qu'on peut connaître le rapport entre l'uranium, thorium, entre l'uranium 234 et l'uranium 230, et en faisant le rapport entre eux, comme c'est proportionnel, la dégradation est proportionnelle au temps, on peut connaître l'âge. Et c'est ainsi qu'on a daté le crâne de l'homme Totavel par une méthode qui a été inventée par un chercheur du laboratoire qui s'appelle Yuji Okeyama. Il avait déposé le crâne dans un compteur gamma à l'Institut de pathologie humaine pendant 2 mois et demi, et on a pu mesurer le taux d'uranium 234, le taux d'urium 230 qu'il y a dans le crâne, et le rapport entre les deux nous a permis de dire que le crâne de l'homme Totavel datait de 450 000 ans.
Ouais, c'est des méthodes très simples. Voilà. Ben, je vous remercie.